causales sont de plus en plus significatifs en fonction de la vie intra-utérine et son cheminement. Alors, la blessure, l'abandon est une blessure universelle. Voyez-vous, quand on se sépare du corps de la maman, dans son environnement où tout paraît équilibré pour voir naître cet enfant, pour le voir naître dans les meilleures conditions, lorsqu'on coupe ce cordon-là, c'est la première rupture. C'est le premier abandon. Ressenti, hein. Imaginez-vous, 9 mois dans un cadre magnifique, une osmose, un équilibre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Quand soudain, vous sortez, l'attraction terrestre, l'oxygène, ça brûle les poumons, le premier hurlement. Donc il y a une rupture quelque part. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'enfant? L'esprit de l'enfant cherche directement, c'est presque inné, hein, et c'est même inné, le géromaternel de nouveau, la chaleur, qui de nouveau, la connexion a eu lieu. Donc on chasse ici, on cherche quoi? De nouveau l'union, l'osmose. Et donc l'abandon, le fait d'être accompagné, d'être en contact, d'être connecté à la mère, permet ici de limiter cette blessure initiale qu'est l'abandon. Et il y en a d'autres qui, au contraire, non, vont vivre l'abandon et le transformer comme quelque chose de puissant inconsciemment, et vont réitérer les mêmes expériences. Alors, j'ai un exemple à vous donner, un exemple simple d'un abandon qui n'a pas été traité, et avant de vous le dire, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que nous sommes des êtres émotionnels, donc nous sommes également surtout interdépendants émotionnellement parlant. C'est-à-dire que vous, monsieur, vous dépendez certainement de cette jeune dame ici. Vous, madame, vous dépendez certainement de madame ici à côté. Nous sommes tous interdépendants émotionnellement parlant. Pourquoi? Nous enregistrons des émotions. C'est-à-dire que si je vous dis, moi je vous déteste, qu'est-ce que vous allez ressentir à l'intérieur? Que vous êtes détestable, parce que vous avez déjà détesté, vous savez ce que c'est. Donc vous êtes conditionné à ça. Si madame, je vous dis, moi par exemple, je vous adore, vous êtes une femme formidable, vous allez ressentir. Donc vous dépendez de ce que je peux vous dire à un moment pour agir sur votre corps. Nous sommes tous interdépendants émotionnellement parlant des uns des autres, voilà pourquoi nous ne pouvons pas vivre seuls. Un homme, au sens générique du terme, avec un grand H, vivant seul, se déstructure, décompense. Et cela a été prouvé. Alors ne prenez pas le fait de l'ermite, hein. L'ermite est en connexion avec les autres. D'accord? Moi je vous parle de réellement la solitude, la vraie solitude, celle où vous êtes tout seul, isolé de tous. Il y a eu des expériences faites là-dessus qui ont prouvé que seul, au monde, sans aucune interaction sociale, l'adulte se décompense. Mais plus que ça. Il y a une histoire qui s'est passée au XIIIe siècle, oui. XIIIe siècle, oui. En Italie, un empereur romain, Frédéric II, qui lui avait cette certitude de détenir la vérité spirituelle et religieuse. Et donc il voulait s'en servir et trouver un exemple, une preuve plutôt, pour prouver cette religion universelle, cette religion unique. Et donc il s'est dit, pourquoi pas prendre 6 bébés à la naissance, abandonnés, hein, donc voilà, les mettre dans des petites nurseries là, et de faire en sorte qu'une dame arrive avec le visage voilé, et lui donner simplement la nourriture physiologique indispensable pour le bon développement de l'enfant, physiologique. Eh bien, de par le postulat de cet empereur Frédéric II, il dit, vous verrez, que s'il n'y a aucun échange, aucune interaction sociale affective avec ces enfants-là, dès la naissance, le premier mot qui sortira de la bouche de l'enfant sera ici du langage sacré. Et le langage sacré de l'époque, c'était le grec et le latin. Donc le premier mot qui sortira de la bouche de l'enfant, sous l'inspiration divine, eh bien c'est le grec et le latin. Donc là, ce serait une preuve irréfutable. Donc voilà. Eh bien cette expérience a duré quelques mois, pas plus d'1 an. Moins d'1 an. Pourquoi? Bien, tous, bien évidemment, périr de cette expérience-là. Et c'est de là qu'on a compris que les fondamentaux pour les êtres humains, notamment pour les enfants, bien c'était des interactions sociales, des interactions affectives, essentielles, indispensables pour le bon fonctionnement de l'enfant.
Et on s'est aperçu que chez ces enfants, la première chose qui s'est dégradée, on le voit encore, hein, il y a eu d'autres expériences encore liées, vous les connaissez, hein, d'autres expériences, notamment sous le règne Ceausescu, où les enfants ont fait en sorte d'être abandonnés. On voit ici les structures cérébrales des plaques séniles arriver, donc une dégénérescence accélérée. Comme si le corps émotionnel, le corps se déstructurait lui-même. Donc, nous dépendons des autres pour faire en sorte de se construire. Nous sommes tous interdépendants émotionnellement parlant. L'abandon est une blessure très forte. Tellement forte qu'un de mes patients également, âgé d'une quarantaine d'années, me sollicite mon attention. Il me dit, voilà monsieur, moi je comprends pas, j'ai beau faire ce qu'il en est, on propose une situation stable affectivement parlant, et dès qu'on propose une situation stable, c'est-à-dire une maison, quelque chose de solide, tout se met dans mon entourage à se dégrader. Tout se met à se dégrader par des faits du hasard comme ça qui arrivent et qui déconstruisent notre couple. Et ça fait quand même 5 fois que ça se passe. 5 fois avec 5 femmes différentes. Donc moi, je ne comprends pas, ça vient de moi, c'est quoi? C'est plus un hasard si ça se répète. Alors donc on discute, voilà, on papote un peu pendant 1 mois de consultation, et à un moment dans son discours, il dit oui, il y a une chose que je vais vous dire, c'est que quand j'étais petit, entre 5 et 7 ans, je ne me rappelle plus, les souvenirs sont vagues, ma mère est partie. Ma mère est partie, elle faisait des allers-retours pendant 3 semaines, et elle revenait, puis après elle repartait pendant 1 mois ou 2. J'ai jamais su pourquoi. M'a jamais expliqué. Mon père, j'ai essayé, il me semble une fois, à 7-8 ans, j'ai essayé de demander à mon père pourquoi maman était pas là. Mais mon père tournait la tête et ne voulait pas en parler. Alors je lui dis, est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de pouvoir savoir, monsieur? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un moyen de donner du sens à ce qu'il s'est passé chez votre maman? Et elle a dit, je vois pas trop, ma mère est décédée, mon père également. Personne d'autre, un frère, tout ça? Non, c'est mes petits frères, ils n'ont pas eu connaissance de ce fait-là. Peut-être mon oncle d'Angleterre, qui habite en Angleterre, qui était venu à un moment s'installer chez nous, effectivement. Peut-être qu'il sait, le frère de mon père, peut-être. Donc je vais tenter. Je vais voir. Donc, 2 semaines plus tard, j'ai cette personne qui revient au cabinet et qui me dit, monsieur Père, moi j'ai compris ce qui se passait, ça y est, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ma mère n'était plus là. J'ai compris. Et son visage, une fois de plus, détendu, avec le petit sourire, les yeux pétillants presque, quelque chose de joyeux chez lui, qui avait soudainement changé. Donc je lui ai dit, expliquez-moi. Chez ma mère, faisait des allers-retours à l'hôpital, mais je n'ai jamais été au courant. Elle faisait des dialyses. À l'époque, les dialyses, ça demandait une hospitalisation et bien plus longue qu'aujourd'hui. Donc, j'ai jamais su pourquoi, et je voyais mon père triste, et j'ai dû imprimer ça. J'ai dû l'imprimer, j'ai dû le garder. Mais pour moi, je l'ai senti comme vraiment quelque chose, comme un abandon. Mais j'ai donné du sens aujourd'hui. J'ai compris, j'ai fait la paix avec ce passé. J'ai donné du sens. Quand un enfant ne voit plus sa mère, qu'elle disparaît du jour au lendemain, qu'elle n'est plus là, mais qu'elle revient de temps en temps, qu'est-ce que ressent, qu'est-ce que pense clairement l'enfant? Il ne va pas réfléchir, l'enfant. L'enfant, lui, c'est que sa mère l'abandonne. Et c'est imprimé quelque part. Les mères mortes, entre guillemets, en psychologie on appelle ça, les mères absentes. Hein, c'est un peu ça aussi, soit le rejet, soit l'abandon. Eh bien, un enfant, lui, c'est l'abandon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre ça, il imprime ça également. C'est une blessure émotionnelle forte qui vient s'enregistrer dans le futur, quelque part, un futur potentiel. Et il s'avère que cet individu, cet adulte, lorsque l'adulte lui proposait une histoire à venir sérieuse, tout se mettait en place dans son corps émotionnel inconscient pour lui dire attention, danger. Tu veux te mettre avec cette personne-là, vous voulez stabiliser, mais attention, elle risque de t'abandonner. Mais pourquoi? Bien parce que ta propre mère, à un moment, qui est censée considérer l'amour ultime, le véritable amour, les vrais amours, eh bien, t'abandonnera un moment où tu t'y attendras pas, soudainement. Donc, au lieu d'être abandonné, abandonne-toi dans un premier temps. Comme ça, tu ne souffres plus. Et c'est le mécanisme défensif inconscient qui se met en place pour éviter la souffrance qu'est l'abandon. C'est un symptôme fort. Alors, vous avez vu toutes les blessures archaïques émotionnelles. Il y a aussi également des symptômes des blessures émotionnelles non guéries. Vous avez les symptômes. Alors c'est très intéressant ces symptômes. Je ne vais peut-être pas vous les dire tous, il y en a pas mal, mais certains.
Alors les symptômes de blessures émotionnelles non guéries qui apparaissent ici, on a la résistance au changement. Souvent les personnes ayant ces symptômes-là de résistance au changement sont souvent les personnes qui ont cette peur de voir arriver la nouveauté. Donc la nouveauté est un cadre dangereux pour ces personnes-là. La résistance au changement, c'est ça, je ne veux pas, je résiste, je suis conditionné à la même expérience. Je ne veux pas aller voir au-delà, je suis bien dans mon confort. Voilà. Et cela, il y en a beaucoup, c'est un symptôme. Et vous avez d'autres choses comme la tolérance des comportements abusifs. C'est un symptôme également de blessure émotionnelle, la tolérance à voir les autres abuser de l'autre, de soi. Tolérance des comportements abusifs. Vous avez la difficulté également à poser des limites. Certains ont du mal à poser les limites, liées à cet aspect flottant de leur propre personnalité. Le fait que je n'existe pas, je suis flottant, donc je ne peux faire en sorte d'aller dans le conflit. Donc je tolère. Être trop gentil, bien évidemment. Incapacité à tolérer les conflits est également un symptôme émotionnel fort d'une blessure. Recherche, et ça c'est très intéressant, la recherche de la validation, de l'approbation des autres. Vouloir à tout prix l'approbation des autres pour exister également. Le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi. On appelle ça de l'assertivité. L'assertivité, c'est l'ancrage. Est-ce que je suis suffisamment ancré pour pouvoir communiquer une réalité à l'autre et lui dire non? Ou des vrais oui également. Bien ça, c'est un symptôme également de blessure émotionnelle forte. Peur d'être abandonné, là on est dans le sujet, bien évidemment. Et le manque d'estime de soi, on l'a vu aussi, mais surtout, la peur du futur. Alors la peur du futur, oui, bien évidemment, la peur d'avancer dans le futur. Et là, c'est encore lié à la peur de vouloir vivre dans le présent, l'état d'être naturel, vivre dans le présent. Et beaucoup d'entre nous vivent dans le passé. Beaucoup. Si vous vivez dans le passé, vous comprenez que votre futur potentiel sera lié à votre passé traumatique. Et beaucoup n'arrivent pas à lâcher prise et vivre cet état d'être naturel dans le présent. On verra ça par la suite, c'est important. Je voulais juste revenir sur le fait de comment faire en sorte finalement de chercher le véritable équilibre. C'est pas évident. Eh bien, c'est en évoquant une énergie très prenante, une énergie universelle. Quelle énergie finalement, et je dis énergie, prenez ça entre guillemets, un sentiment, une émotion. Mais c'est l'amour finalement au bout du compte, l'amour. L'amour, c'est ce qui régit l'homme. On est des êtres amour, logiquement. Logiquement, je dis bien. Est-ce qu'un enfant à la naissance pense directement à tromper son conjoint? Je ne pense pas. Est-ce qu'il pense à tuer l'autre? Je ne pense pas. Par contre, il peut être conditionné ensuite à des transgénérationnels, on l'a vu, de l'épigénétique, qui a fait en sorte, par acquisition, d'accord, c'est l'inné et l'acquis là, de cheminer vers des potentiels négatifs, marqueurs somatiques négatifs. Et c'est souvent lié à ça. Ensuite, bon, il y aura ici bien évidemment débat entre l'inné et l'acquis. Est-ce qu'on est, comment dirais-je, est-ce qu'on est bon inné ou est-ce que l'être humain est de base mauvais? Moi, je pars du principe que l'être humain est de base bon et est amour. C'est mon principe à moi, en tout cas, me regarde, mon interprétation. Alors, bien évidemment, j'ai envie de parler d'amour, parce que c'est tant problématique, il est intéressant de parler d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour aujourd'hui, finalement? C'est quoi l'amour? Aimer, c'est quoi? Amour, c'est quoi? Je t'aime, ça veut dire quoi? Je vais pas répondre à cette question, parce que c'est très subjectif, ça nous appartient. Mais le je t'aime, n'est-ce pas égoïste, le je t'aime? Le je m'aime à travers toi, par contre. Le je m'aime à travers toi. Je ne répondrai pas à cette question, je ne vais pas investir là-dessus, c'est très subjectif et on rentre dans de la philosophie ensuite, après, on y est déjà pas mal. Mais
J'ai quand même un petit peu l'envie de vous faire partager cette dimension qu'est l'amour selon le philosophe, on y va, hein, Platon, qui lui parlait de l'amour. Et lui parlait de l'amour par un processus, un départ donc, hein, un processus de départ qui est l'amour, jusqu'à l'arrivée d'un amour, on va dire, ultime, le réel amour. Et lui, il parle de l'amour comme, dans un premier temps, de la de l'information. C'est que l'amour, dans un premier temps, c'est de l'information, selon Platon. Platon, philosophe grec, la Renaissance grecque. Donc, c'est de l'amour, c'est de l'information, dans un premier temps. C'est, tu es un homme, je suis une femme, tu me plais, voilà, tu m'intéresses. Ça reste de la communication dans un premier temps. C'est le côté charnel. C'est le côté de l'amour éros. D'accord ? Après quelques mois, hein, on passe à notre cap, où on est sur de l'amour philae. L'amour philae, c'est quoi ? C'est la communication. La communication, c'est j'aime bien tes cheveux, j'aime bien tes yeux, j'aime bien ta démarche, j'aime beaucoup ton sourire. On commence à connaître l'autre. On est dans la communication. Mais la communication, parfois, ça ne suffit pas, parce que la communication, si elle n'est pas bilatérale, ça ne sert à rien. Et parfois, elle est bilatérale, et tout s'arrête. On chemine, et après 1 ou 2 années, voire 3, quelque part, il y a des caps, hein, selon certaines personnes, hein, les caps de rupture, ça existe aussi les 3 ans et 3-6 ans. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle la communion. Et la communion, c'est quoi ? C'est plus que la communication. La communion, c'est le mettre en commun. C'est l'amour agapé. Agapé, le mettre en commun. C'est l'amour qu'une femme, qu'une mère donne à son enfant, sans question, sans rapport de force, sans rapport d'ego. C'est l'amour, le mettre en commun. C'est la communion, réellement. Et ça, c'est ça l'amour. Mais cet amour-là ne peut, selon Platon, passer par le mettre en commun, dépend également de l'amour éros et de l'amour philae, pour donner l'amour agapé. On a besoin de ces 2 amours, de cheminer pour arriver à cet amour-là, émotionnellement parlant. C'est l'amour, selon Platon. Vous voyez à quel point il y a un cheminement aussi ici, une intelligence quelque part. L'émotion est intelligente, je répète encore. L'intelligence émotionnelle, c'est également ça. Nous vivons à l'extérieur, nous vivons à l'intérieur. Il y a un monde à l'extérieur, il y a un univers à l'intérieur. Eh bien, c'est de cet univers-là que j'ai envie de vous parler maintenant. C'est de cet univers-là que j'ai envie de voir avec vous, le monde intérieur, le monde de l'infiniment petit dans les émotions. Pour changer, le processus de changement intérieur émotionnel passe par le désapprentissage et le réapprentissage de qui nous sommes. Et ça, c'est la nouveauté du moi. C'est pour changer de moi. Le désapprentissage et le réapprentissage, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, alors certains disent bloquer le passé. Et moi, je ne dis pas bloquer le passé. Je dis transformer le passé, une fois de plus. Pourquoi chasser le passé, une fois de plus, hein, alors qu'il correspond à ce que tu es aujourd'hui ? Comprends, donne, observe, transforme pour comprendre ce qu'il en est réellement et pour donner du sens. Alors, là, il faut s'intéresser au temps. Et pour commencer par transformer tout ça, il va falloir, ce que les neuroscientifiques nous disent, faire un élagage de connexions synaptiques. Là, nous sommes à l'intérieur, nous sommes dans l'infiniment petit. Hein. L'élagage de connexions synaptiques, l'élagage, c'est faire en sorte de faire un peu le ménage sur tout ça. Reconditionner nos expériences pour de nouvelles représentations. Eh bien, ça passe par cet élagage de connexions synaptiques qui passe par oublier le passé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. C'est pas oublier le passé, c'est de lui donner du sens, sa vraie nature, de pourquoi ça s'est passé ainsi et comment je peux faire en sorte de le transformer. Je le répète parce que c'est très intéressant et important, je pense. Donc, le temps, c'est quoi ? Là, c'est un peu le tournant hein, de cette petite intervention. Hein. Le temps, qu'est-ce que le temps finalement ? Mais le temps, il est linéaire, on a compris hein, ça. Le temps est linéaire. Passé, présent, futur. Ok ? Et là, je vais revenir sur le fait de penser le passé, de le vivre, les conséquences du fait de penser le passé. Des personnes qui vivent dans le présent, aujourd'hui, veulent construire pour le futur. Et on a compris que c'est dans le présent que nous construisons notre futur potentiel.
à tous, d'accord? C'est ici et maintenant. Mais des personnes vivant dans le présent et pensant constamment, inconsciemment leur passé, construisent dans leur présent, leur passé. À partir du moment où ce présent-là est conditionné au passé, c'est dans ce présent-là, qui correspond au passé, que vous organisez votre vie dans le futur, qui correspondra au passé. Donc là, vous êtes en train de tourner en rond. Vous êtes en train de tourner en rond, comme une spirale toxique ici, à vivre votre passé, parce que vous n'arrivez pas à le traiter. Et c'est de l'inconscient, parce que vous n'avez pas suffisamment donné du sens. Exprimer, on en revient encore ici. Le fait d'exprimer, le fait de se dire, le fait de décristalliser, de déprogrammer. Donc certains tournent en rond constamment, et préparent des futurs potentiels qui correspondent à leur passé. Il est là le problème, c'est que nous pensons le passé et nous ne comprenons pas dans ce système de temps linéaire pourquoi nous répétons les mêmes expériences. Pourquoi les mêmes expériences? Pourquoi les schémas répétitifs? Pourquoi la même violence? Pourquoi les mêmes choses dans ma vie? Alors au lieu de se remettre en question, nous restons sur cette émotion qui est la colère. Et la colère, c'est une émotion négative quand elle devient chronique, bien évidemment. Et cette énergie qui est la colère attire à vous un système, quelque part dans votre cerveau, cette connexion synaptique liée à la colère, donc liée à l'expérience qui arrivera pour vous redonner du sens de nouveau et pour vous alerter où vous en êtes. Eh bien c'est là où il va falloir faire ce petit ménage. Mais ce petit ménage ici, avant de comprendre, avant de l'anticiper, de le faire, il va falloir faire en sorte de comprendre comment fonctionne l'être humain et de différencier deux choses. Le stress, grande maladie du siècle, le stress, avec malheureusement le cancer, mais qui également est lié au stress. On va voir pourquoi. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est lorsque le corps, l'esprit également, sont en déséquilibre. C'est lorsque le corps n'est plus en homéostasie. Et lorsqu'il n'est plus en homéostasie, comme on dit, lorsqu'il est en déséquilibre, vous avez trois types de stress. En mode survie, on le dit, en vivre dans la survie, comme certains disent, eh bien, dans cette vivre dans la survie, c'est faire appel à trois types de stress. Vous avez trois types de stress. Le stress physique c'est quoi? C'est les coups que vous ramassez, les blessures, les coups physiques. Vous avez le stress également chimique. Le stress chimique, c'est quoi? C'est tout ce qui est des polluants, des métaux lourds, tout ça, c'est du stress chimique. Eh bien, ça atteint le corps également et ça le déséquilibre. Et vous avez, et notamment, alors on est là pour parler dessus, le stress émotionnel. Le stress émotionnel, c'est on l'a dit, c'est vos tragédies familiales, vos expériences de vie nocives, et tous ces stress-là, donc ces trois types de stress, vont vous désorienter, vont vous déséquilibrer. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que lorsque vous stressez, il y a une expérience archaïque, donc une expérience passée. Lorsque vous repensez à cette expérience-là, votre corps déclenche les mêmes agents chimiques que que si vous étiez en train de vivre de nouveau l'expérience ici et maintenant. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça déclenche ces agents chimiques qui vont conditionner votre esprit, je dis bien, à vivre la même expérience, à connecter ces cellules nerveuses au même câblage. Et ce même câblage-là devient conditionné une fois de plus. Donc là, vous êtes sur le contraire d'un élagage synaptique, vous êtes sur la construction et l'alimentation d'une expérience qui est passée et qui, de par le fait de la penser de nouveau, vient se réitérer, vient se cristalliser. Eh bien, ça, c'est le mode survie, on va dire. Et dans ce mode survie-là, il y a comme, pendant le moment où vous allez penser cette chose négative, cette action négative, vous allez créer ce qu'on appelle un booster énergétique émotionnel. Le booster énergétique émotionnel, c'est de l'adrénaline qui arrive directement dans le corps et qui vient suggérer au corps « je suis en train de vivre cette chose-là ». Donc, sous forme d'addiction, vous allez vivre la même expérience. Et lorsqu'on vous crée dans votre situation de vie une difficulté, une rupture quelque part, vous allez être en dehors des clous, en dehors de l'expérience. Donc en dehors de l'expérience, vous allez faire appel à cette addiction pour revenir là où vous en étiez. C'est de la dépendance, c'est de l'addiction. Et c'est ce booster émotionnel énergétique lié au stress qui
qui vient ici créer cette cristallisation qui fait en sorte de vous voir déborder par le manque de la situation que vous connaissez. Et le fait de revenir sur la situation actuelle fait en sorte de vous soulager puisque vous savez, puisque vous connaissez. C'est souvent l'inconnu qui fait peur. Mais le cerveau a besoin de nouveautés. Le cerveau a besoin de créer. Et là, c'est le contraire du mode de la survie. Là, on est dans le mode création. Et le mode de création, c'est quoi? Le mode création, c'est lâcher prise. C'est d'être connecté à sa pensée. Et lorsque nous sommes connectés à sa pensée, au plexus solaire, comme on dit souvent, donc au lâcher prise. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute cette surcharge cognitive, ou cet état chimique libéré pendant le stress, eh bien, s'éteint, se coupe. Donc à partir du moment où vous vivez le présent, et quand vous vivez le présent, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau câble que vous êtes en train de vivre le présent, donc fait en sorte de construire de nouveaux neurones d'expérience. Et c'est à partir de là que la pensée crée. Donc vous êtes en train de créer de par la pensée ici et maintenant au présent. Vous lâchez prise. Plus rien n'est là pour vous orienter ailleurs. Donc l'ego, la conscience analytique est au plus bas, le cerveau gauche. Et vous faites parler ici la création donc du système cerveau droit qui est beaucoup plus sur la subtilité, l'intuition. Et d'autre part, en d'autres termes, la conscience. Mais la conscience est encore au-delà des émotions. C'est des flux d'émotions qui vont créer la conscience, et c'est de la conscience, des flux de conscience qui vont créer l'état d'esprit, et c'est cet état d'esprit-là qui va créer un état de vie, donc votre vie à l'heure actuelle. Donc pour remettre en question tout ça, il faut vraiment remettre en question vos comportements, qui vont remettre en question vos représentations de vie, et qui remettront en question donc vos expériences, conditionnées à des émotions là qui feront en sorte de vous remettre en question sur un état d'esprit. Donc créer un état d'esprit. Eh bien l'état de création, c'est ça. L'état de création, c'est ça. Ah, il me reste 5 minutes, c'est ça? Non, il y a du temps. Après, si vous avez un peu de temps, pour nous, c'est bon. Hein, d'accord, donc je peux légèrement argumenter. Vous pouvez dépasser, il n'y a aucun problème, au contraire. D'accord. Alors, merci. Donc là, nous étions sur la connexion à soi-même, sur le mode création. Et c'est très intéressant d'être sur... Alors, comment être dans ce mode création? Il y en a beaucoup qui utilisent la méditation. Ce sont des concepts, mais très intéressants, de baisser en fréquence. De baisser en fréquence. Pour se retrouver, pour se recentrer, pour être équilibré et ancré. Donc là, c'est conceptuel, mais ça fonctionne. Alors vous pouvez le faire tout et n'importe comment. Il y en a qui ont besoin de se sentir seul, il y en a d'autres qui peuvent méditer mais simplement en allant faire des randonnées. Vous pouvez faire ça, là vous êtes dans le moment présent. Et c'est là où vous construisez, dans le moment présent, réellement. Et quand vous construisez ici et maintenant dans le moment présent, vous ne pensez plus au passé, vous êtes dans le moment présent. Et à partir du moment où vous êtes ici et maintenant, vous construisez un futur potentiel qui appartient à votre présent, ici et maintenant. Bien, c'est ça qu'il va falloir essayer de faire pour pouvoir changer, faire un élagage de connexion synaptique et d'être connecté ici. Alors, je vous ai parlé, juste il y a 10 secondes, là, de fréquence. Alors, la fréquence est aussi l'infiniment petit, il faut comprendre comment ça fonctionne. Les neurosciences s'aperçoivent que nous agissons tous, que le processus de changement passe également par une fréquence bien distincte, bien concrète. Ce sont les ondes cérébrales. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'ondes cérébrales, mais c'est très intéressant aussi pour savoir comment vous construire, ou comment vous reconstruire, ou comment créer également. Là, ici et maintenant, vous êtes tous en ondes cérébrales bêta. Ou peut-être alpha, on ne sait pas. Alors, l'onde cérébrale bêta, c'est la possibilité d'être dans la vigilance, c'est d'observer, c'est d'être dans l'information, c'est d'être dans l'échange entre le lien intérieur, et de faire le lien avec le lien extérieur, d'être dans la logique. Et les ondes cérébrales bêta ont une fréquence, donc à peu près à 20 Hz. Donc c'est quand le cerveau observe, donc dans l'analyse, je le dis, d'accord? Et dans cette onde cérébrale bêta, l'univers, ou l'environnement, on va dire plutôt, l'environnement extérieur est beaucoup plus réel que l'environnement intérieur. C'est les ondes cérébrales bêta. Mais lorsque nous fermons les yeux, donc qu'est-ce que fait le cerveau? Il n'analyse plus, donc il ne traite plus l'image, il ne voit plus. Donc certains sens sont limités. Donc ce qui fait, le cerveau ralentit. On n'est plus sur le fait de capter certains signaux, comme l'acuité visuelle, lorsque vous
prenez un casque, vous mettez une musique sur une fréquence bien appropriée à la musique, hein, vous allez baisser en fréquence également. Et là, vous passez des ondes cérébrales bêta aux ondes cérébrales alpha. Et les ondes cérébrales alpha, donc,